Donc, merci beaucoup, docteur Mas. Maintenant, on va écouter le docteur Hernandez, qui travaille dans les domaines de la médecine esthétique, la nutrition, nutrition sportive, etc., qui va nous parler justement sur l'usage de l'eau de mer dans le syndrome métabolique. Merci. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de votre présence et merci au laboratoire Quinton de cette invitation. C'est la première fois que je viens en France, c'est dommage. Je suis venue aujourd'hui et je dois repartir demain, mais bon, je suis à côté de la Tour Eiffel, c'est déjà ça. Je suis très contente de cette photo. Eh bien, c'est une grande fierté de pouvoir m'adresser à un public français en France et parler de l'eau de mer, sachant que Quinton a été déjà le précurseur depuis un certain nombre d'années et avec toutes les études sur l'eau de mer. Aujourd'hui, je veux parler de l'eau de mer, mais également du syndrome métabolique. Je suis médecin, je travaille dans la clinique à Madrid, dans la capitale de l'Espagne. Je suis spécialiste de la médecine anti-âge et dans mon travail, au jour le jour, en réalité, je détermine les régimes pour les patients lors des situations spécifiques. En effet, nous sommes spécialistes du syndrome métabolique dans ces domaines. Donc, nous voyons ici dans cette photographie, c'est que cela peut représenter un syndrome métabolique. Donc, c'est un homme de 40-45 ans qui est un surpoids en apparence. Si on le voit, on peut même dire que les niveaux de sucre sont élevés, ainsi que son niveau de cholestérol. Il y a peut-être une certaine tendance à avoir des problèmes, des troubles cardiovasculaires. Et on va aujourd'hui parler de toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour modifier les habitudes des patients pour combattre ces syndromes. Les habitudes alimentaires, l'importance du sommeil et comment l'eau de mer peut, sans aucun doute, aider. C'est peut-être une pièce du puzzle importante. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique? On peut également parler de diabète type 2 parce qu'en effet, cela suppose une certaine résistance à l'insuline ou le syndrome de Riven. C'est en fait, en effet, c'est le déclin métabolique comme conséquence des habitudes pathologiques que la personne a commencer à faire tout au long de sa vie. Donc, on commence avec les niveaux de sucre élevés, le cholestérol est élevé également, le LDL plus élevé, le HDL plus bas. Il y a aussi une certaine prédisposition pour créer des thrombes et une certaine tendance à se trouver dans un état inflammatoire. Nous voyons ici, même si c'est en espagnol, nous voyons, vous connaissez très bien les critères pour définir les tests des laboratoires. Donc, au-delà des 120 de glucose, un cholestérol plus élevé de 220-240 avec un LDL au-dessus de 150, les triglycérides au-dessus de 120 ou 140. Et souvent, même si on ne le voit pas ici, on regarde l'insuline à jeun. Si elle est plus élevée des 12 ou des 14, voilà les critères qui sont en fait utilisés pour définir si l'on est en face d'un syndrome métabolique avec toutes les conséquences ici listées.
Alors voilà les conséquences d'un patient qui a un diabète type 2 ou un syndrome métabolique. Eh bien, une certaine obésité dans la partie abdominale, des risques cardiovasculaires, résistance à l'insuline, diabète type 2, toute une série de modifications hormonales. Et tous les patients qui ont ces syndromes métaboliques, et on ne parle pas des personnes au-dessus de 35 ans. Malheureusement, et je le vois dans ma pratique, nous avons des patients de 20 ans, des jeunes, des adolescents et même des enfants où il y a déjà une résistance à l'insuline, un diabète type 2 du fait de la mauvaise alimentation. Voilà ce qui conduit à des modifications hormonales. Il y a des filles qui ont des ovaires polycystiques, par exemple, kystiques, pardon, et tout ceci dû à un niveau d'insuline très élevé à jeun, infertilité, foie gras, inflammation chronique de bas niveau. En fait, c'est quelque chose qui est lié à des pathologies comme cela peut être rhumatologique, le cancer, etc., immunodépression, des tumeurs bénignes et malins. Nous avons vu qu'il y a un lien entre le cancer et les modifications métaboliques, comme c'est le cas de la médiation IGF-1 et la voie mTOR. Il y a également des troubles psycho-émotionnels, il y a également des modifications des neurotransmetteurs, la sérotonine, dopamine, adrénaline, ce qui conduit à des troubles tels que l'anxiété, cyclothymie, un vieillissement prématuré également. Et si vous vous rendez compte, je viens de décrire 98% des pathologies actuelles que l'on voit souvent. On peut donc dire que 2% des pathologies actuelles sont prédestinées d'un point de vue génétique. En revanche, les 98% des maladies sont en réalité une conséquence de nos habitudes alimentaires, le manque d'exercice et ce qui conduit à un syndrome métabolique avec tous ces symptômes et toutes ces expressions. Parlons maintenant de la prévalence du syndrome métabolique. Lorsque je venais de l'aéroport, j'ai regardé la prévalence et l'incidence en France, et en fait, c'est exactement la même qu'en Espagne. Et même en Europe, on peut observer que lorsqu'on arrive au groupe d'âge 50-60, 45% ont déjà des signaux de syndrome métabolique, comme c'est le cas de niveau de cholestérol, le sucre dans le sang, etc. Donc, on voit que cela devient une épidémie. C'est en fait déjà une épidémie avec des conséquences sanitaires. Et pour le moment, on a seulement une approche de médicaments, mais nous pouvons également l'aborder avec toute une série de critères. Mais de plus en plus, on s'achemine vers un traitement holistique, on va dire, ou intégral. Ici, nous pouvons voir un graphique qui vient des États-Unis. Nous voyons ici l'incidence, prévalence de diabète type 2 qui a été très similaire. On voit en 1980 le nombre de diabètes. Le nombre de diabètes était de 5 600 000. Et on peut également voir comment, au bout de 30 ans, on a multiplié par 4. Ceci parce qu'il y a eu une consommation accrue de farines raffinées, de sucre, de boissons industrialisées, moins d'exercice physique. Je ne sais pas si en France c'est le cas, mais aux États-Unis et en Espagne, il y a de plus en plus des activités, ou plutôt moins d'activités physiques, et voilà les conséquences que l'on voit. Nous allons donc expliquer le syndrome métabolique d'une façon un peu plus moléculaire. Ce syndrome métabolique ou diabète type 2, avant tout, c'est une maladie épigénétique.
Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'on n'est pas né avec, on n'a pas une prédisposition génétique vraiment. Et on ne peut rien faire contre cette maladie, comme c'est le cas d'autres maladies avec lesquelles on est né parce qu'il y a des modifications génétiques ou chromosomiques. Lorsqu'on parle d'une maladie épigénétique, cela veut dire que les facteurs extérieurs la produisent. Donc, selon ce que l'on mange, comment on fait nos activités ou on ne fait pas des activités nécessaires et cela nous mène vers la santé ou la maladie. Voilà une graphique qui exprime les syndromes métaboliques. En fait, nous, on est en train de tricoter. Vous voyez ici à droite, on tricote selon ce qu'on mange, le petit déjeuner, le déjeuner, selon si on dort, beaucoup ou pas beaucoup, si on boit de l'alcool, si on mange du pain industriel, si on fait de l'exercice physique ou pas. On tricote en fait dans les nucléus, enfin dans les noyaux cellulaires et donc on conduit les cellules vers la santé ou vers la maladie. Si l'on parle des causes d'une façon un peu plus spécifique, les causes du syndrome métabolique, bien tout d'abord, j'aime dire que les syndromes métaboliques dépendent de la nutrition de la personne, mais non seulement au long de ces années d'adulte, mais c'est bien plus loin, c'est dès le début. C'est une maladie qui peut non seulement être commencée pendant les 9 mois de grossesse, mais 6 mois avant la conception. Donc, en fait, de plus en plus, on se rend compte que la nutrition, l'exposition au tabac, lors des mois préalables à la grossesse, soit du côté du père, soit du côté de la mère, en effet, peuvent avoir des incidences, des conséquences sur certaines hormones. Il y a des signaux cataboliques qui font que le reste de sa vie, la personne en question, le bébé à naître, à être conçu même, peut avoir déjà une certaine caractéristique ou une prédisposition accrue à libérer, par exemple, de l'insuline et, par conséquent, avoir du diabète. Donc, bien sûr, les 9 mois de grossesse sont très importants, mais il faut oublier, par exemple, en Espagne, on disait à l'époque qu'il fallait manger pour deux. Hein, il fallait que la mère se nourrisse beaucoup. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas prendre plus de 10 ou 12 kilos parce que le risque pour le bébé est présent lorsqu'il y a un manque de nutrition comme lorsqu'il y a un excès. Donc, on parle du métabolisme redox, le niveau des cortisones, d'insuline, lactatoglucose. Nous voyons comment il y a une espèce de programmation, ce qu'on a appelé un phénotype économe. Donc, selon l'information que le fœtus va recevoir pendant 9 mois, va engendrer l'expression de quelques gènes qui vont faire en sorte que tout au long de sa vie, lors de l'enfance et l'adolescence, sera plus prédisposé à libérer de l'insuline et donc au diabète type 2. Eh bien, donc on passe de ces 6 mois avant la grossesse, ensuite les 9 mois de la grossesse, on arrive à l'enfance et à l'adolescence, surtout l'adolescence. Les enfants doivent faire en effet beaucoup d'exercices parce qu'ils sont en train de développer ces adénocytes, etc. Et je me rappelle lorsque j'ai joué au foot après l'école, je suppose qu'en France c'est le cas, mais au jour d'aujourd'hui, voilà la réalité. Hélas, beaucoup de jeunes d'ados, en fait, après l'école, doivent faire beaucoup de devoirs. Et après, pour qu'ils soient un peu tranquilles, on leur donne des chips, télévision, etc., etc. Donc voilà pourquoi il y a de plus en plus des cas avec des enfants avec diabète type 2 avec 6 ou 7 ans seulement. Voilà ce qui est vraiment grave et nous verrons par la suite les pathologies liées à ces pratiques, mauvaises pratiques alimentaires.
Parlons maintenant des facteurs de nutrition. Il est clair qu'il y a des conditions, il y a toute une série de conditions nutritionnelles, de sorte que le pancréas et tout l'équilibre peut être altéré. Donc, les syndromes métaboliques supposent la résistance à l'insuline, et on en parlera avec plus de détails. En général, c'est la conséquence du fait qu'il y a eu un déséquilibre dans l'ingestion des hydrates de carbone, surtout avec l'indice glycémique élevé. Vous connaissez très bien Montignac, M. Montignac, qui est français, qui était le premier médecin à parler du régime de l'indice glycémique et comment contrôler l'insuline. Et selon les niveaux d'insuline, ceci va engendrer une expression de notre corps vers la santé ou vers l'obésité, rétention d'eau, de liquide, avec toutes les conséquences aussi bien esthétiques que physiologiques. Et il y a toujours un déséquilibre dans les micronutriments nécessaires pour le développement adéquat des réactions enzymatiques métaboliques. Parce qu'on peut avoir des ingestions, des protéines, des graisses, etc. Mais si notre métabolisme ne marche pas bien, nos réactions chimiques ne fonctionnent pas bien pour extraire les nutriments nécessaires, eh bien, mon métabolisme peut entrer dans un état de stress et mener à ce syndrome métabolique. En général, il y a également autre chose qui est très liée, c'est la dysbiose intestinale. C'est la modification des concentrations de flore intestinale, toutes les bactéries que nous avons et qui nous aident à traiter, à gérer tous les aliments. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire. Souvent, on a entendu dire on est ce qu'on mange, mais ce n'est pas vrai. En fait, on est ce qu'on absorbe parce que on peut dire, voilà, les hydrates de carbone qu'il faut manger, quel genre de protéines, quel genre de minéraux. Mais si, en fin de compte, si notre microbiote, notre capacité de libérer des enzymes pancréatiques ou bien la rupture des acides aminés, des protéines pas bien faites, on n'est pas capable d'absorber des nutriments. Voilà ce qui peut mener à une désnutrition. Et la réaction, c'est compenser, surcompenser, donc encore de l'insuline. Voilà pourquoi, face à chaque traitement, face à chaque régime ou traitement holistique, il faut récupérer d'abord la flore intestinale et notre santé intestinale. Nous voyons ici des facteurs musculaires. C'est très important. On essaye toujours d'aborder les traitements du syndrome métabolique, l'excès de poids, diabète type 2, en essayant de mettre les gens au régime. Mais parfois, on oublie le besoin du sport. Et quel genre de sport? L'exercice aérobique, ça va très bien, on va consommer des calories, mais on a le risque de perdre de la masse musculaire, donc catabolisme musculaire, donc rupture des acides aminés. Parfois, on dit, faites du footing, faites des exercices aérobiques, mais c'est par la suite construire la masse musculaire. Un des facteurs clés nécessaires pour bien aborder les syndromes métaboliques, c'est de construire de la masse musculaire. Le plus on a de la masse musculaire, plus je vais brûler lorsque je serai au repos et plus mes mitochondries vont brûler, vont mener à bien l'oxydation de la glucose ainsi que s'attaquer au réservoir d'acides gras. Donc, exercice aérobique, jogging, natation, cyclisme, mais également faire du sport qui nous facilite la construction musculaire avec des poids, avec toute une série de techniques qu'on connaît bien. Il y a également des facteurs liés à l'émotion ou des facteurs liés à l'émotion. Et ce sont des facteurs que je regarde de plus en plus lorsque je
vois mes patients. Et ça relève pas uniquement de la psychologie, parce que l'on parle de la santé et il faut une approche holistique et comment voir notre patient comme quelqu'un intégralement constitué de toute une série de facteurs. Et il faut également prendre en compte notre système nerveux, les neurotransmetteurs et toutes les tous ces réseaux finalement. Donc on ne peut pas faire fi de ces aspects. On ne peut pas dire, voilà, on va vous donner un médicament ou un supplément et voilà, le patient va guérir. Si l'on ne fait pas attention à des facteurs émotionnels. Beaucoup de patients sont arrivés avec un niveau de glucose de 150 ou 170 à jeun, le niveau d'insuline élevé, cholestérol élevé, et on le voyait, et en apparence, les personnes ne remplissaient pas les critères. Ils n'étaient pas obèses au niveau abdominal, faisaient du sport et il respectait son régime. On commence à changer son régime, on augmente oméga 3, enfin tout, on fait tout ce que normalement, d'un point de vue médical, on peut faire après toutes nos années de préparation, etc. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, on parle avec les patients et peut-être ils nous parlent du fait qu'il a eu un stress au travail ou peut-être qu'il traverse une séparation, qu'il n'arrive pas à voir ses enfants ou des choses qui ont affecté un peu ses émotions. Ce côté émotionnel est donc 24 heures sur 24 et sous stress. Donc, c'est peut-être quelque chose d'inconscient. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec notre système nerveux lorsqu'on doit faire face à un stress très fort? Eh bien, il faut libérer de l'adrénaline pour faire face à un problème, soit-il réel ou pas. Donc, adrénaline va chercher le glucogène en libérant le sucre sur le sang pour qu'on soit prêt à fuir ou attaquer. Si ces stress se prolongent tout au long du temps, eh bien, la personne libère l'adrénaline avec un taux élevé de sucre. Et même si vous changez le régime, vous donnez un complément, médicament, et ben, tous les jours, il s'élève avec 170, 180 de sucre et il sera diabétique. Donc, c'est lié à un stress. Donc, il faut avoir une approche holistique et il faut donc prendre en considération tous les facteurs, le facteur stress, la gestion des émotions. On ne fait pas très bien. En fait, on est élevé pour ne pas trop nous exprimer. On doit travailler comme des machines. Et en fait, le syndrome métabolique est en effet lié à cet état de stress. Et des personnes qui sont sous stress pendant longtemps, eh bien, peuvent avoir en effet ces syndromes métaboliques et on peut le regarder, par exemple, les surrénales, le DA, le cortisol produit, on peut très bien le voir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mange? Eh bien, ceux qui étaient là à la mezzanine et qui mangeaient, je n'ai pas trop vu ici, mais en Espagne, chaque fois qu'on fait une pause, ils mettent beaucoup de pain, beaucoup de jus, des fruits. Et en fait, c'est exactement le contraire de ce que je veux vous dire. Notre société actuelle, habituellement, a un excès de carbohydrates, d'hydrates de carbone, pardon, trop de riz, trop de pâtes, trop de farine raffinée, même des fruits. Et une fois que l'on fait l'ingestion de féculents, entre l'intestin et le sang, le pancréas voit une augmentation de l'insuline. Et quelle est la conséquence de cette hausse du niveau? Eh bien, l'insuline est libérée. Le pancréas va donc libérer l'insuline qui va s'allier avec le sucre, parce que si la glucose n'est pas utilisée comme un élément
énergétique, la glucose s'accumule et la glucose oxyde des protéines. Et voilà les diabètes, les problèmes des protéines de la rétine, des reins, etc. Donc notre organisme, à chaque fois qu'il y a une hausse de la glucose suite à avoir mangé des pâtes, par exemple, eh bien, les pancréas libèrent de l'insuline pour la transporter à l'intérieur des cellules. Voilà pourquoi l'insuline est la clé métabolique qui entre un lien avec d'autres récepteurs qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule pour introduire la glucose, qui sera utilisée par les mitochondries pour obtenir ATP, c'est-à-dire l'énergie dont on a besoin pour bouger nos muscles, ou bien ce sera stocké comme glucogène. Ici, on peut voir les récepteurs d'insuline. Nous avons des récepteurs de toutes sortes, pour l'adrénaline, pour le cortisol, pour l'insuline, pour beaucoup de médicaments. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce sont les récepteurs de l'insuline. Lorsqu'on est né, ils sont vierges, flexibles et ils peuvent se lier avec l'insuline. C'est pourquoi, lorsqu'on est jeune, lorsque l'on mange un pain industriel, même si on a le sucre très élevé, immédiatement, cela baisse parce qu'il y a une grande flexibilité. Et le pancréas, avec une petite quantité d'insuline, permet que le sucre revienne à une situation basale. Mais qu'est-ce qui se passe au long des années avec le temps, suite à une exposition répétée, constante d'une quantité d'insuline élevée, eh bien, ces récepteurs commencent à perdre de leur souplesse et de leur perméabilité. Et donc, le pancréas doit libérer plus d'insuline pour atteindre la même réaction à laquelle il pouvait prétendre lorsqu'on était jeune. Donc, voilà, le fonctionnement normal de l'insuline. On mange des féculents ou des pâtes. Au bout des 60 ou 80 minutes, ma glucose redevient normale. Mais qu'est-ce qui se passe avec une personne dont les récepteurs que je viens de parler sont saturés avec la même quantité des hydrates de carbone? Eh bien, le pancréas doit libérer 2 ou 3 fois plus d'insuline. Donc l'insuline à jeun et tout au long de 24 heures de la journée, l'insuline sera plus élevée. Mais il y a une conséquence encore plus dramatique dans ces syndromes métaboliques. Si les récepteurs sont modifiés, la glucose ne pourra plus rentrer à l'intérieur et la cellule va avoir faim. Et donc la cellule va donner des signaux. J'ai faim, j'ai faim. Voilà pourquoi les gens qui souffrent un peu de ces syndromes métaboliques, en fait, ont faim vraiment. Alors, on leur dit, fais des efforts, mange pas beaucoup. Mais en réalité, cette personne a vraiment faim. C'est physiologique. La personne a faim. Et si on n'attaque pas les vraies causes, et même à chaque fois que cette personne a cette espèce de boulimie, eh ben, la personne va se jeter sur le sucre, elle va pas avoir un régime vraiment nourrissant, et donc ces cellules vont redemander encore et encore des nutriments. Et donc ce qu'on va faire, c'est encore plus d'insuline, encore plus de problèmes des récepteurs. Voilà pourquoi les syndromes métaboliques deviennent, en 100% des cas, devient une maladie chronique. Et il faut donc faire un traitement adapté. Donc, quelles sont les conséquences de ces niveaux si élevés d'insuline que l'on voit chez les patients avec un syndrome métabolique? Eh bien, les graisses ne sont plus brûlées, surtout au niveau de l'obésité centrale. On voit l'insuline qui est l'hormone la plus anabolique, plus que la testostérone, que l'hormone de la croissance, n'importe quelle autre hormone. Donc un diabétique type 1, même si sa mère lui donne beaucoup à manger, il perd du poids, il perd de la masse musculaire, car l'insuline permet le transport du glucose dans la cellule et les protéines. Voilà pourquoi quelqu'un qui lève
enfin quelqu'un qui est très sportif a besoin d'une hormone comme l'insuline. D'accord, mais pour le reste, commun des mortels, on va dire, à chaque fois qu'on a des féculents, on mange beaucoup, eh bien l'insuline va faire qu'il y a une entrée énorme dans nos adipocytes et on va cumuler. Si l'insuline est très élevée, on voit comment toutes les voies qui doivent brûler les graisses sont bloquées, les triglycérides sont stagnés et toutes les routes, on ne peut pas passer en fait. Ils ne peuvent plus brûler toutes ces graisses. Ils ne peuvent pas faciliter l'entrée des triglycérides dans les cellules. Donc voilà pourquoi toutes sortes de régimes ou des stratégies thérapeutiques doivent être d'abord destinées à baisser les niveaux d'insuline. Autrement, on ne peut pas réactiver le processus de combustion de graisse. Voilà pourquoi des diètes hyperprotéinées ne fonctionnent pas. Il est vrai qu'on peut perdre 3 ou 4 kilos d'eau, en fait, et par la suite, on stagne si on n'applique pas une nouvelle stratégie. On peut par la suite continuer de parler sur des stratégies. Une autre conséquence de l'insuline, c'est la rétention des liquides. Si la personne cumule d'une façon constante les glucogènes et pour chaque molécule de glucose, on augmente, on retient des liquides, et ben la personne retient beaucoup d'eau avec la possibilité de développer l'hypertension. On a aussi l'inhibition de l'axe hypothalamus-hypophyse. Les hommes ont une baisse de testostérone, l'estrogène augmente. Donc voilà pourquoi avec les hommes qui tiennent ces syndromes métaboliques, ont une tendance donc suite à cette baisse de la testostérone, ont toute une série de troubles, impuissance entre autres. Donc une des premières lignes d'action, c'est d'utiliser la metformine, c'est contre le diabète, adressée à améliorer la sensibilité à l'insuline. Beaucoup de femmes infertiles avec la metformine, sans la pilule bien sûr, recommence à avoir la menstruation et des niveaux beaucoup plus normalisés. Nous avons également l'inflammation chronique de bas niveau. Nous avons ici ferritine, LDH, PCRIL, TNF-alpha. Ce sont des molécules liées à l'inflammation. Au fil des années, nous voyons cette inflammation qui est un état latent, mais qui par la suite devient chronique, en s'exprimant d'une façon soit le cancer, soit des expressions rhumatiques, etc. Il y a également l'augmentation de la voie MTOR. C'est quoi ça? C'est la voie anabolique et la voie catabolique. Eh bien, on active une voie ou bien on active l'autre voie. Qu'est-ce qui se passe si nous avons constamment activé la voie MTOR? Il y a une hyperplasie rapide, accélérée des cellules, ce qui peut conduire à des tumeurs bénins ou malins. Voilà pourquoi beaucoup des stratégies actuelles dans la lutte contre les cancers, c'est de réduire les niveaux d'insuline ou améliorer la sensibilité des récepteurs d'insuline pour diminuer la voie mTOR. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thérapies qui sont concentrées sur cette voie. Donc, quel serait le traitement actuel au niveau médical? Eh bien, à la faculté de médecine, au bout de 6 ans, on m'a appris toute une série de choses. On m'a pas du tout parlé de nutrition.
J'ai étudié le diabète type 2 avec tous les médicaments possibles, tous les régimes et les alternatives d'insuline, mais à aucun moment on m'a parlé du type des hydrates de carbone adéquat ou l'impact du sport du patient. Tout au long des 6 ans, on ne m'a pas parlé du tout de cela. Donc, lorsque j'ai fini mes études de médecine, les médecins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des prescriptions. Et on a toute une liste. On a dit que le syndrome métabolique, c'est l'expression de cette espèce de ces déclins métaboliques de l'organisme qui peut être exprimé avec des altérations de la glucose, du glucose, des changements hormonaux. Donc, nous avons des médicaments pour les symptômes, quelque chose pour baisser le sucre, le cholestérol, pour la tension, pour réguler les hormones. Et les patients sortent avec une quinzaine de médicaments, avec tous les effets secondaires qui découlent. Et qu'au bout de 3 mois, je vais devoir redemander d'autres médicaments pour faire face à des effets secondaires. Donc, en fin de compte, le patient va avoir la flore intestinale complètement altérée, ce qui conduira à un stress accru et donc un déficit de nutrition. Il y aura des troubles hépatiques, etc., etc. Et donc, on va essayer de prolonger la vie du patient, mais en quelles conditions? On va peut-être arriver à 100 ans, mais la moitié de ces 100 ans, on sera avec beaucoup de médicaments et au lit. Bon, comment on peut essayer d'avoir une approche plus holistique, plus intégrale? Eh bien, si on retrouve l'homéostase. Et c'est un terme, Claude Bernard, qui a utilisé ce terme lorsqu'il faisait référence à l'équilibre qui doit exister autour de la cellule, le milieu de la cellule, en ce qui concerne la concentration des gaz, pH. Cette homéostase peut être atteinte avec un niveau qui nous permette d'avoir un équilibre entre tous les organes. Parfois, on oublie les impacts sur les reins. Les néphrologues oublient les impacts de son médicament sur l'estomac. Et chacun donne des médicaments pour améliorer son organe, disons, dont il est spécialiste. Mais il faut prendre cette approche holistique. Pischinger a parlé d'un système qui n'est pas défini par la cellule. L'unité était la cellule et son entourage, les milieux internes et extracellulaires. Donc, nous avons les vaisseaux, les veines, vaisseaux lymphatiques, là où il y a des concentrations précises des minéraux, des sodium, potassium, l'oxygène, un potentiel électrique, etc. Donc, retrouver l'équilibre de cette unité de la cellule et ses interactions avec le milieu peuvent nous mener à ce que la cellule retravaille de façon correcte. Donc, tout ceci dépend de la santé de cette espèce d'écosystème ou de cette espèce d'aquarium dans lequel elle baigne. Donc, d'où l'importance de l'eau de mer. Alors, je vais parler. Alors, il dit rapidement, mais si vous pouviez lui dire de parler moins fort, moins vite, parce que on a du mal, les interprètes. Est-ce que vous pouvez lui dire de parler moins fort, parce que là, au bout de plus d'une demi-heure, ça va être difficile. Merci. Il s'emballe, dit-il. Alors, voilà, en Espagne, quelquefois, on parle de manière plus lente et quelquefois très rapide. Bon. Alors, nous allons essayer de parler de la nutrition. Nous allons parler des conseils pratiques. Alors, en ce qui concerne la nutrition, c'est le contrôle de l'hydrate de carbone.
Idéalement, à moins que vous soyez sportif, on ne devrait pas consommer plus de 50 grammes par jour. Hein, voilà, le maximum par jour. Alors surtout des hydrates de carbone, d'indice glycémique bas, les légumes, les verdures, à quelques fruits. Donc nous devrions maintenir une sensibilité correcte à l'insuline. Comment? Bon, bien sûr, un apport correct de protéines, spécialement d'aminoacides essentiels. Je répète, sans musculation, on brûle. Et comment se forment les muscles avec les aminoacides? Alors, un équilibre, bien sûr, un apport correct de graisse, avec surtout essentiel, bien sûr. Hein? Bon, alors, hein, le fromage n'est pas le mauvais acteur. Hein? Plutôt, le fromage a des graisses essentielles qui permettent d'améliorer la santé vasculaire. Il est important d'équilibrer le pH. Il est important aussi de régénérer la flore intestinale avec des probiotiques, des prébiotiques, nettoyage du côlon, des enzymes, vérification, bien sûr, vérification des allergies, des intolérances. Quel type d'hydrate de carbone nous allons essayer de consommer? Bon, bien sûr, alors bien sûr, le glucose, l'hydrate de carbone, comme peut être les pâtes, le riz blanc, les pommes de terre, les jus. Bon, même si c'est industriel, hein, si c'est un sportif qui consomme 3000 calories, il peut se le permettre, même une pizza. Mais pour le reste des gens qui ont une activité sportive légère ou qui ne brûlent absolument rien, parce qu'ils se lèvent, ils vont travailler et retournent à la maison, les niveaux d'hydrate de carbone, l'ingestion d'hydrate de carbone devrait être nulle, hein, littéralement. On devrait seulement prendre un hydrate de carbone dérivé des verdures, de la verdure, des fruits, et pas du glucose, mais à travers des minéraux, les vitamines, les désoxydants, et voilà, tout ce type d'aliments. Mais pour une personne qui ne va pas consommer des calories durant la journée, l'hydrate de carbone n'a pas de sens. Trop d'hydrocarbone, carbone, oui. Alors, voici l'origine des hydrates de carbone que nous devrions consommer s'il n'y a pas, bien sûr, de dépenses caloriques. Alors, des végétaux, des légumes, des fruits secs, ananas, poivrons, etc. Alors, des petites quantités de glucose et surtout toutes ces charges de minéraux et des vitamines nécessaires pour que nos enzymes et notre métabolisme fonctionnent. Comment allons-nous améliorer la sensibilité à l'insuline? D'un côté, il faut baisser la quantité d'hydrates de carbone, voilà, avec un indice haut, donc les pâtes, le pain, le sucre industriel, tous ces hydrates de carbone, nous devrions essayer de les éliminer, les minimiser pour que le pancréas ne libère pas autant d'insuline. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces récepteurs dont je vous ai parlé auparavant? Alors, parce qu'ils s'altèrent, ils ne sont pas si flexibles et ils font que le pancréas, chaque fois, doit libérer plus d'insuline. Donc, il faut ouvrir, il faut permettre qu'à nouveau, ils deviennent flexibles pour que peu d'insuline gère les hydrates de carbone. Alors, on peut bien sûr trouver le poisson bleu, hein, les oméga 3, bien sûr, il faut les utiliser, les noix, une perméabilité pour améliorer la flexibilité des récepteurs à l'insuline en forme d'alimentation ou de supplément. Alors, l'antioxydant, hein, avec ce bénéfice, bien sûr, topique, améliore la circulation cérébrale, la désintoxication hépatique, mais aussi un bénéfice qui améliore la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que les diabétiques de type 2 améliorent en ingérant des oméga 3, par exemple.
Alors 600 milligrammes par jour. Alors les minéraux pour le contrôle de l'insuline, la sensibilité, le chrome aussi, hein, vous en êtes familier, c'est sûrement le magnésium, le manganèse, le vanadium. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de pharmaciens, beaucoup de médicaments, enfin de ce genre de produits fonctionnent, hein, le metformine. Alors, il faut être prudent, bien sûr, il faut contrôler la vitamine C au niveau intestinal, la fermentation, la B12, et donc pour tous ces types de patients, il faut un contrôle strict. Une consommation correcte de protéines, je répète bien sûr l'importance que tous nos patients ne doivent perdre de la masse musculaire. Mais malheureusement, le patient perd beaucoup de 10 kilos, mais à cause de la masse musculaire, de la baisse de la masse musculaire. Donc, le taux métabolique a tellement baissé et comme il brûle moins, alors qu'est-ce qui se passe? C'est donc la montée dans les prochains mois est beaucoup plus importante. La consommation durant la semaine des différentes sources de protéines, hein, la viande, le poisson. Il faudrait varier les protéines, hein, les sources de protéines, le fromage, les produits laitiers, parce que au moins pour obtenir différentes sources de protéines. Hein. J'aime aussi réaliser un régime végétarien et que le patient puisse avoir les aminoacides, les acides aminés, le riz, la quinoa, le blé, etc. Avec un légume ou avec une graine. Hein. Et quand on réalise cette union de plusieurs éléments végétaux, on peut obtenir les 22 acides aminés nécessaires. La consommation de graisse adéquate, c'est très important, bien sûr. Les graisses, il y a 30 ans, étaient très mauvaises, mais les derniers 30 années, on a eu donc des aliments allégés, le blanc de l'œuf, l'avocat. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces personnes, hommes ou femmes, qui ont suivi un régime avec une graisse basse? Il y a eu beaucoup de conséquences négatives parce que grâce à la graisse, nous obtenons la formation d'hormones, les stéroïdes, le cortisol, la testostérone dans le cas des hommes, les oestrogènes dans le cas de la femme. Et nous avons vu beaucoup de femmes avec une ménopause précoce à 40 ans ou 35 ans, simplement parce qu'ils ont eu un régime avec un manque de graisse. Donc, il n'y a pas eu de formation d'œstrogène, une ménopause de 15 ans, trop tôt. Hein. Alors, avec des conséquences au niveau vasculaire, par exemple. Alors, les graisses essentielles permettent de former et de nourrir les membranes. Les récepteurs, bien sûr, à l'insuline vont s'altérer. Pour améliorer la sensibilité à l'hydrate de carbone, il faut manger plus de graisse, une graisse adéquate, dérivée des oméga-3, les graisses essentielles. Et on ne grossit pas avec ce régime de 30 à 35% dérivés de graisse, avec un régime avec 60% de calories dérivées de la graisse. On ne grossit pas, mais parce que sinon, les acides gras essentiels permettent l'entrée des vitamines, la A, la D, la E, 4 vitamines si importantes et qui n'entrent pas dans notre organisme par manque de graisse. Hein, les stats qui ont provoqué chez les patients parce qu'ils n'ont pas eu assez d'acides aminés, enfin de graisse, à cause de l'ostéoporose, par exemple. Alors l'importance des graisses et même dans les régimes et dans la nutrition de tous vos patients. Ici, vous avez le saumon, les œufs, les graines, des fruits secs, de l'huile,
Une graisse spécialement qui, pour moi, est fondamentale pour récupérer le métabolisme, c'est le coco, l'huile de coco. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, ces acides gras ne peuvent s'accumuler et donc permet d'activer les mitochondries. Alors l'importance des vitamines, mais aussi, surtout, l'importance des minéraux. Alors, la doctoresse Maas a parlé que l'origine de la vie était l'eau de mer, hein, ça fait 3 millions d'années, 3 milliards d'années. Alors, parce qu'il y a un dépôt de minéraux. Ces minéraux ces réserves de minéraux, et grâce, bien sûr, à l'impact du soleil, à régénérer du point de vue métabolique, hein, et des acides aminés. Et de là vient la vie. Et donc, une correcte concentration des minéraux et pour ça, donc, sont tellement importants parce que dans tous les êtres humains, l'eau qui existe extracellulaire se maintient avec la concentration des minéraux à l'origine de la vie. Les minéraux vont réguler toutes les cascades métaboliques pour obtenir le métabolisme correct des macronutriments. Je vous ai parlé du contrôle de l'hydrate de carbone. Oui, et il faut bien sûr réguler la flore intestinale. Mais si par manque de minéraux, alors tous les nutriments, parce que la réaction très intime peut s'arrêter. On peut manquer d'hydrate de carbone, on peut manquer d'une protéine, l'organisme vivra, mais même si une vitamine manque, mais sans les minéraux, impossible. Tous ces cycles finaux qui nous permettent d'obtenir une ATP, énergie, formation d'acides nucléiques. Pardon. Alors, à la fin du compte, le syndrome métabolique, c'est le contrôle des minéraux. Donc, on a déjà parlé de l'importance de l'exercice physique, donc un exercice anaérobique et aérobique. Il ne faut pas dire aux patients de lui dire aller faire du jogging ou faire du cyclisme, puis c'est tout. Non, il faut essayer de faire en sorte qu'ils fassent également de l'exercice anaérobique pour augmenter la masse musculaire. Si nous avons plus de masse musculaire, pendant la phase de repos, on peut brûler plus de graisse. Ici, nous voyons la biogénèse mitochondriale qui est vraiment fondamentale pour retrouver le métabolisme normal. Donc, les mitochondries, ce sont des organes minuscules qui ont comme mission de brûler des graisses. Si nous commençons à réguler l'entrée des hydrates de carbone, on commence à baisser l'insuline. Mais si les mitochondries ne fonctionnent pas, eh bien, le métabolisme, en fait, ne brûle pas ce qui doit brûler. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que non seulement il faut perdre du poids, mais également toutes les pathologies liées à le mauvais fonctionnement des mitochondries, il faut les éviter, comme des maladies auto-immunitaires ou, par exemple, c'est le cancer et puis d'autres maladies qui sont en effet liées à un mauvais fonctionnement des mitochondries. Donc, il faut en effet essayer d'augmenter les acides gras essentiels, surtout les triglycérides de chaîne moyenne, l'acétylcarnitine, la coenzyme Q10, 400 mg par jour, curcuma, gingembre. Il faut donc toujours avec ces syndromes métaboliques, mis à part les recommandations nutritionnelles, il faut apporter en plus tous ces nutriments. Et pour conclure, mis à part l'eau de mer, il y a une autre stratégie merveilleuse, non seulement pour combattre les syndromes métaboliques, perdre du poids et agir dans la prévention des pathologies, c'est les jeûnes.
En 2016, le prix Nobel de médecine a été octroyé à ces chercheurs japonais car il a découvert ce que, en fin de compte, on en a parlé pendant 2000-3000 ans, en fait, dans la philosophie hindoue, la médecine chinoise, l'Ayurveda, toutes ces médecines ancestrales, anthroposophiques, anciennes, où par le biais des jeûnes, on arrête de manger. Donc, ceci a des bénéfices. C'est quelque chose que je recommande à mes patients. Peut-être ne pas jeûner tout le temps, mais du moins laisser le dîner, par exemple, et 12 heures sans ingestion. Et on a observé que la voie AMPK, dont je vous ai parlé, qui évite que la voie mTOR continue de fonctionner. Si on fait ceci, on commence l'autophagie. Donc, l'organisme commence à rompre des dépôts. Donc, on peut éliminer les pathologies liées avec ces dépôts. Donc, les patients qui ont les métabolismes un peu au ralenti, et bien 2-3 jours par semaine, faire un demi-jeûne, c'est-à-dire sauter le dîner, par exemple, ou un jeûne complet. Et puis, pour finir, l'eau de mer. Je vous ai déjà expliqué, vous le saviez déjà, les syndromes métaboliques, le diabète type 2, les impacts délétères dans notre société et notre santé en général. Nous avons parlé des nutriments nécessaires, du sport, de la gestion du stress, le jeûne, mais il manque une pièce du puzzle, c'est l'eau de mer. Et en principe, qu'est-ce que c'est l'eau de mer? C'est une solution colloïdale de H2O avec des sels minéraux, une concentration de 35 grammes par décilitre. Et cette eau de mer, quelles sont ses caractéristiques? Je ne sais pas si vous vous rappelez du graphique lorsqu'on disait que Pischinger avait défini l'unité vitale principale comme la cellule, mais avec son milieu et tout ce qui était au niveau extracellulaire. Je vous ai également dit que pour avoir n'importe quelle approche thérapeutique, intégrale, il fallait arriver à l'homéostase ou l'équilibre de la cellule et les interactions avec son milieu interne et extracellulaire. Et l'eau de mer, c'est exactement la même chose, sous forme isotonique. C'est exactement le même milieu en ce qui concerne la concentration des gaz, en ce qui concerne les potentiels électriques, en ce qui concerne la température et surtout les 78 minéraux qui doivent entourer la cellule à un certain niveau de concentration pour une gestion du métabolisme adéquate. Donc chaque fois qu'on boit de l'eau de mer, on apporte un véhicule qui restaure les concentrations des minéraux ainsi que les conditions nécessaires qui doivent entourer nos cellules. Ici, nous pouvons voir dans cette illustration, dans ce graphique, les trois. Au départ, nous avons de l'eau de mer sous forme isotonique, avec des concentrations très spécifiques de chlore, de bicarbonate de sodium, des liquides extracellulaires avec la même concentration, chlore, sodium, et un autre liquide extracellulaire, c'est les plasmas sanguins avec ces mêmes concentrations, pratiquement. Voilà pourquoi chaque fois que l'on donne de l'eau de mer, on apporte la quantité exactement précise des minéraux dont on a besoin autour des cellules, à différence des minéraux que nous avons à l'intérieur de nos cellules avec des concentrations élevées de potassium, peu de sodium, etc., etc. Donc, encore une fois, j'insiste sur l'importance de faire en sorte
que pour que l'homéostase se produise, il faut avoir un agent thérapeutique. Parce qu'en fait, si je donne beaucoup de minéraux à une personne, on ne saura jamais si ceux-ci ont été absorbés, on ne saura jamais si les relations entre eux sont adéquates et je ne vais jamais obtenir les concentrations nécessaires. Car une des caractéristiques de l'eau de mer, c'est que les minéraux sont complètement biodisponibles. Ils traversent 100% les cils de l'intestin. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'essaye de donner des minéraux d'une façon un peu isolée aux patients? Il y a peut-être une interaction, mais si je ne connais pas la quantité de potassium que je peux, en fait, dans l'équilibre, je peux altérer. Peut-être si je donne zinc, s'il y a peut-être un peu de séborrhée capillaire, il peut y avoir des conséquences dans le cuivre ou le sélénium. Je ne peux pas le savoir et je ne peux pas faire des tests de laboratoire tous les jours pour savoir quels sont les minéraux qui lui manquent. La seule façon de m'assurer que le milieu extracellulaire et les milieux internes et m'assurer que les 78 minéraux soient dans sa forme adéquate et en bonne relation, c'est par le biais de l'eau de mer. L'eau de mer a une capacité prébiotique au niveau intestinal, c'est-à-dire que les minéraux ainsi que les propriétés de l'eau de mer vont permettre que les bactéries qui se trouvent dans l'intestin puissent grandir d'une façon homogène. On a déjà parlé de l'importance de la restauration de la flore intestinale. Eh bien, l'eau de mer va nous apporter les minéraux nécessaires pour les cascades métaboliques. Je vous avais déjà dit que le nutriment principal, au-delà des hydrates de carbone, des protéines, des graisses ou des vitamines, ce sont les minéraux. Et si l'on parle du fait que nous avons un produit, c'est-à-dire eau de mer, qui nous apporte les 78 minéraux nécessaires pour le fonctionnement adéquat des cascades métaboliques, on est sûr que peu importe que ce qu'on va manger, il y aura une métabolisation. Donc l'eau de mer nous renforce la sensibilité à l'insuline car il y a du chrome, magnésium, manganèse, vanadium. Ce sont 4 minéraux liés à l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Et avec l'eau de mer, on arrive à avoir un équilibre épigénétique, c'est-à-dire que on dit de l'épigénétique. On contrôle nos gènes. Si la cellule nage dans un milieu équilibré, on lui donne une information épigénétique pour nos gènes, pour qu'ils s'expriment d'une façon correcte, orientée vers la santé, sans qu'ils doivent s'adapter vers un milieu extracellulaire délétère. En fait, une cellule opère une mutation en contact avec un milieu différent. Donc, comment utiliser l'eau de mer? Eh bien, nous avons 2 types d'ampoules. Nous avons le canton hypertonique et l'isotonique. Tout type de régime ou de nutrition, au début, la première semaine, en fait, ça mène à une déshydratation car le niveau de glucogène descend et une espèce d'effet diurétique, transpire beaucoup et donc il y a une perte de liquide les premiers 14 jours. Beaucoup de ces patients en fait perdent des minéraux d'une façon assez significative, d'où l'importance de donner un canton hypertonique au petit déjeuner, 2 ampoules et 2 ampoules encore pendant le déjeuner pour compenser cette perte de minéraux. Et puis 2 ampoules de canton isotonique. En fait, c'est comme l'eau de mer, mais à un niveau moindre, un niveau 4, pour avoir un bon équilibre du système nerveux. Et les personnes sont beaucoup plus sereines au moment du coucher pour pouvoir s'adapter à tous les changements. Donc, les personnes peuvent avoir une transition beaucoup plus simple. Au bout de 4 semaines, ce n'est plus nécessaire d'avoir autant de minéraux. Donc, une ampoule suffit. Canton hypertonique, une ampoule donc au petit déjeuner, une au déjeuner et une ampoule canton isotonique. Et la question
suivante. Jusqu'à quand? Eh bien, si l'on parle d'une personne à qui on a diagnostiqué un syndrome métabolique, je dirais pour toujours. Pourquoi? Parce qu'une personne obèse ou avec un diabète 2 ou avec un syndrome métabolique, c'est une personne qui aura une pathologie chronique. Les études ont démontré que le 95% des personnes obèses qui maigrissent au bout de 5 ans, 95% reprennent tout le poids. Ce n'est pas une pathologie qu'on peut soigner à court terme avec un médicament ou avec une stratégie de régime. Du fait de cet impact émotionnel autour de ces genres de patients, il faut savoir que le patient, même s'il atteint son poids, même si l'on voit les niveaux de glucose, insuline tout à fait stables, corrects, le patient, 95% des fois, aura retrouvé son poids initial ou même gagnera du poids encore plus. Voilà le drame, en fait, des régimes. Voilà pourquoi il faut un régime de suivi à très, très long terme. Voilà pourquoi le patient a besoin d'avoir une charge en sels minéraux pour que les cascades métaboliques soient assurées et au moins 5 ans, c'est ce que j'ai dit. Je dis cela à des patients ceux avec qui on a réussi un effet à court terme. Il faut 5 ans. On va bientôt finir. Entonces vamos a terminar dentro de poco. Pardon, on va terminer bientôt. Alors, le syndrome métabolique, c'est une maladie, bien sûr, épigénétique, multifactorielle, qui dépend de nombreux facteurs. Et il dépend de nous. Nous ne sommes pas le fruit du destin et ce ne sont pas les gènes qui sont les méchants. Alors, ça dépend de comment nous mangeons et comment nous pensons. Et donc, bien sûr, il faut donc respecter le métabolisme physiologique. Un état nutritionnel, sport, émotionnel. Et donc, le Clinton, pardon, alors l'eau de mer, et c'est le traitement qui aide de manière parfaite pour s'alimenter en minéraux biodisponibles et sa capacité de restaurer l'homéostase épigénétique cellulaire. Et donc, si nous voulons que la charge minérale et l'équilibre autour de la cellule soient corrects, l'eau de mer, ce n'est pas un traitement unique qui va soigner, mais c'est vraiment un traitement parfait qui appuie les soins. Merci beaucoup.